Sarah Miller, elle m'a aimé pendant 10 ans, elle m'a harcelé pendant 10 ans, elle m'a tourmenté pendant 10 ans. À la fin, elle est morte lors de mon mariage, elle a dit qu'elle voulait teindre mon mariage de son sang pour que je ne l'oublie jamais. Après sa mort, son journal intime a été révélé. Chaque mot, chaque phrase y consignait son amour pour moi. Tout Internet me reproche et m'insulte, ils disent que j'y ai trahi son amour. Je ne suis qu'un salaud, je subis des violences en ligne, des pièges malveillants de la part de sociétés concurrentes et des annulations de contrats par mes partenaires. Les actionnaires de l'entreprise me tiennent tous pour responsable, ma femme a avorté et elle m'a quitté. Mais qui sait que je n'ai fait que la sauver de quelques voyous lorsqu'elle avait 17 ans. Je n'ai jamais eu le moindre différend sentimental avec elle. Et c'est son amour égoïste et à sens unique que je dois payer pour le reste de ma vie. Allongé dans la neige, je ferme les yeux et s'il y a une prochaine vie, je ne la sauverai jamais. Lorsqu'elle enseignante est entrée dans la classe avec cette fille qui semblait si fragile, j'ai su que le spectacle allait commencer. En effet, le professeur nous a simplement présenté que Sarah était transférée du lycée Northwood. Des chuchotements ont atteint mes oreilles, apparemment Sarah avait été harcelée et humiliée au lycée Northwood, ce qui elle avait obligée à changer d'établissement. L'affaire avait fait grand bruit au point que le lycée Northwood avait expulsé 2 élèves. Le professeur a parcouru la classe du regard avant de dire à Sarah, tu vas t'asseoir à côté d'Ethan Clark, il est bon élève, tu pourras facilement lui demander de l'aide si tu ne comprends pas quelque chose. Sarah a déplacé une petite table à côté de moi, se collant littéralement à moi. Bonjour Ethan, elle murmurait. Puis son regard s'est posé sur mon stylo. Ethan, ton stylo est vraiment magnifique, il a même une plume en or. C'est tellement bien d'avoir de l'argent contrairement à moi qui dois économiser sur des stylos à billes à 50 cents. Je fis semblant de ne pas avoir entendu dans ma vie précédente, je n'avais pas compris, pensant que Sarah était vraiment pauvre et victime des intimidations. Ainsi lorsqu'elle avait complimenté mon stylo, j'y avais cru qu'elle n'en avait jamais vu de semblable. Pourtant si elle n'en avait vraiment jamais vu, comment se faisait-il que personne d'autre que elle n'ait remarqué que la plume de mon stylo que j'y utilisais depuis plus d'1 an était en or. C'est probablement à cause de ce stylo qu'elle m'a pris pour cible, me harcelant jusqu'à la mort. À la fin du cours, elle vint me voir avec quelques problèmes à résoudre, prétendant avoir besoin de mon aide. Ethan, comment résoudre ces problèmes? Elle prit un air pitoyable en me regardant. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, nous payons les mêmes frais de scolarité pour suivre ces cours, si tu ne comprends pas va demander au professeur, après tout ta famille ne me paie pas pour te donner des cours particuliers. Sarah sembla stupéfaite, restant immobile sur place, serrant désespérément ses feuilles d'examen, les larmes aux yeux. Dans ma vie précédente, j'y avais été trompé par cette même expression. Je lui donnais des cours particuliers petit à petit en prenant la peine de lui expliquer patiemment chaque question des examens. Finalement j'y ai été admis à Stanford tandis qu'elle, pour me suivre, est allée étudier dans un collège communautaire de Palo Alto. Ses parents m'ont alors voué une haine féroce et m'accusant d'avoir séduit leur fille et exigeant que j'y assume mes responsabilités. Mais ce n'était pas tout, alors que j'y avais une petite amie à Stanford avec qui tout se passait bien. Elle a fait une intrusion brutale dans ma vie, débarquant chez moi pour laver mes sous-vêtements et mes chaussettes. Elle s'est déshabillée devant ma petite amie et elle s'est allongée nue sur mon lit. En pleine vue de tous, elle s'est agenouillée devant ma petite amie et lui a dit, tu as tout, pourquoi me prends-tu Ethan? Jeté en supplie, rends-moi Ethan, il est tout ce que j'y ai. Puis elle a écrit un long texte débordant de passion et elle a posté en ligne avec la vidéo. Elle disait que j'y étais son salut, que sans moi elle n'avait plus rien. Pour me suivre, elle avait renoncé à une université prestigieuse où elle aurait pu aller pour s'inscrire dans un simple collège communautaire. Pourtant moi j'y avais ignoré ses sentiments profonds et était tombé amoureux d'une autre. Elle affirmait que ma petite amie était une intruse, une maîtresse sans scrupules. Elle la supplia de me lui rendre, je ne savais même pas quand j'y étais devenu un objet qu'on pouvait transférer. Et ma petite amie me gifla et m'insulta en me traitant de salaud et me dit de régler mes problèmes sentimentaux. Peu importe mes explications, tout était inutile parce que je l'avais rejeté. Sarah pleura pendant tout le cours. Quand le professeur lui demanda ce qui n'allait pas, elle me regarda d'un air blessé et accusateur. À la fin des cours, je suis allé au bureau pour demander à changer de place. Notre conseiller pédagogique a tenté de me convaincre en disant que cette fille était déjà bien à plaindre avec des parents très traditionnels et le fait qu'elle subissait du harcèlement au lycée Bellin. Si tu peux l'aider, fais-le. J'y ai refusé, expliquant qu'en terminale la pression était trop forte et que je n'avais vraiment pas le temps d'aider les autres. Si le professeur refusait de me changer de place, je n'aurais d'autre choix que de demander à mes parents d'exiger un changement de classe voire de lycée. Face à ma fermeté, l'enseignant a finalement déplacé le siège de Sarah près de la fenêtre à gauche. Résultat, à la fin du cours, elle a recommencé à faire des siennes. Elle s'est approchée de moi et avec un bruit sourd s'est directement mise à genoux. Puis en pleurant à chaudes larmes, désolé Ethan, c'est de ma faute, je sniffe. Je voulais juste que tu m'aides à faire mes devoirs, ma famille est pauvre, mes grands-parents sont très traditionnels, si je ne réussis pas à entrer à l'université, je devrais aller travailler à l'usine puis me marier. Si c'était dans ma vie précédente, j'y aurais été désemparé et me serais précipité pour la relever. Dans cette vie, je me contente de la regarder de haut agenouillée par terre sous les regards intrigués de nos camarades. Voyant le cercle des spectateurs s'épaissir, j'y ai alors déclaré à voix haute, Sarah, d'abord nous ne nous connaissons pas assez, je n'ai ni le droit ni l'obligation de t'aider dans tes études. Ensuite, le chantage affectif inversé est aussi une forme de violence que cherches-tu à obtenir en attirant ainsi l'attention et la pitié de tout le monde. Les affaires de ta famille n'ont rien à voir avec moi, alors ne te place pas sur un piédestal moral pour culpabiliser les autres. À peine avais-je fini de parler qu'une voix forte retentit, Ethan Clark, arrête de faire semblant. Tu te crois supérieur juste parce que tu as de bonnes notes et que tu viens d'une famille aisée. Tu te sens important et admiré en humiliant une camarade de classe à genoux devant toi, c'est ça. Et tu oses dire que les autres te prennent en otage depuis leur piédestal moral. À mon avis, tu n'es qu'un hypocrite. En levant les yeux, je vis Jack Taylor, ses mots acérés comme des lames. Sinon pourquoi ne pas être son voisin de table, dis-je en riant, même si tes résultats scolaires laissent à désirer et que tu ne pourras pas l'aider académiquement, au moins tu pourras lui offrir une oreille attentive.
Jacques et moi, ça n'a jamais collé dans ma vie précédente, c'est lui qui avait tourdi un piège contre moi via une entreprise concurrente sur le terrain des affaires, il a toujours été sournois et méprisable. Sarah vient et asseoir à côté de moi comme prévu. Jacques, âgé de 17 ans, incapable de résister à la provocation, interpella Sarah à haute voix. Sarah me jeta un regard timide avant de déplacer son bureau vers Jacques. Je poussai un soupir de soulagement intérieur, espérant que cette fois-ci Jacques et Sarah resteraient liés pour la vie. Je savais que Jacques avait un faible pour Sarah depuis leur première rencontre et il l'avait aimée. Hélas, à cette époque, le professeur nous avait placé Sarah et moi à la même table et je croyais sincèrement qu'elle était une victime fragile. Les hommes ont probablement un instinct naturel de protection envers les femmes. Les premiers jours, Sarah continuait à trouver des occasions de me harceler. Elle profitait des pauses pour ranger mon bureau quand je jouais au basket, elle courait ramasser le ballon et m'achetait de Hello. Je gardais un visage renfrogné en sa présence, ne lui accordant jamais le moindre regard bienveillant. Ainsi, après plus d'une semaine de tension, je me rendis au bureau du conseiller pédagogique. Oui, c'était tout à fait intentionnel. Au lycée, les relations amoureuses étaient strictement interdites. Mais tant que cela n'affectait pas les résultats scolaires, les enseignants fermaient les yeux, ils comprenaient quelle adolescence n'a pas connu ses palpitations secrètes. Cependant, si quelqu'un dénonçait un élève au professeur en demandant qu'ils interviennent pour qu'il cesse de perturber les autres, dans ce cas est une toute autre histoire. Sarah fut donc convoquée dans le bureau du conseiller d'éducation pour un entretien qui dura toute une heure de cours. À sa sortie, son visage était écarlate et elle s'effondra en sanglots sur son bureau. Jacques, ne supportant pas cette scène, la réconforta longuement avec des paroles douces. À la sortie des classes, Jacques accompagnait Sarah lorsqu'il m'ont intercepté devant le portail de l'école. Ethan Clark, tu trouves ça drôle? Il prenait un air de grand justicier jusqu'à ses boutons d'acné qui rougissaient sous le soleil déclinant. Je pouffais de rire et demandais: Jacques, si tu aimes Sarah, pourquoi ne sors-tu pas avec elle? Pourquoi t'en prendre à moi? Aujourd'hui, j'y avais spécialement appelé à la maison pour que le chauffeur vienne me chercher. Avant, ma mère me répétait toujours que même si notre famille était un peu aisée, il fallait rester discret à l'école pour éviter de se faire des ennemis sans le vouloir. Alors d'habitude, je vais à l'école à vélo en voyant le chauffeur et m'ouvrir la portière de la Mercedes au moment où je m'assis, les yeux de Sarah rougir, trahissant une avidité mal dissimulée. Jacques s'empressa de me retenir assis dans la voiture. Je demandais: qu'est-ce qu'il y a? Jacques, si tu veux sortir avec elle, fais-le-moi, je veux juste étudier tranquillement. Non, s'exclama Jacques. Ethan, tu sais bien que Sarah, cette camarade de classe, elle s'est fait chasser du lycée Northwood par ces brutes de l'établissement. Maintenant qu'elle a été transférée dans notre lycée Westwood, ces types ne veulent toujours pas la laisser tranquille. Tu es le champion de boxe de l'école et si on la raccompagnait ensemble? En disant cela, Jacques ajouta: tu vas vraiment rester les bras croisés à regarder ces salopards du lycée Northwood et s'en prendre à une fille de notre lycée Westwood? Cela n'a rien à voir avec une histoire des amours, dit-il d'un air grave et plein de droiture. Sur ce, il ignora carrément ma volonté et s'écria: Sarah, monte dans la voiture. Justement, Ethan a une voiture. Sarah, voyant cela, s'empressa de monter dans la voiture. Je vais l'arrêter. Camarade Sarah, je ne tiens pas à te raccompagner, laisse Jacques s'en charger. J'y ai d'autres choses à faire, je ne peux pas continuer à jouer avec vous. Sur ces mots, je montai dans la voiture, claquai violemment la portière et ordonnai au chauffeur de démarrer immédiatement. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais vraiment compris pourquoi Sarah s'était acharnée sur moi avec une telle obstination jusqu'à la mort. Je suis vraiment mort de manière trop injuste et sans valeur, c'est pourquoi après ma mort mon âme n'a pas pu se dissiper et j'y ai finalement découvert que Sarah était une de ces personnes nées avec une maturité précoce, anormalement mature dès son plus jeune âge. Ce jeu de faire la victime, elle le maîtrisait à la perfection. Elle excellait dans l'art de tromper les gens avec de belles paroles se déguisant en victime. Et elle savait encore mieux exploiter les émotions coupables sous le prétexte de l'amour. Dans son esprit, j'y étais le seul échelon pour réaliser son ascension sociale. En m'escaladant, en me manipulant psychologiquement, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle désirait. Alors peu importe les moyens, elle devait me posséder. Même après l'échec, sacrifier sa propre vie ne lui coûterait rien. C'était une folle, si elle ne pouvait obtenir, elle trouverait tous les moyens pour détruire l'autre. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi comme pour elle. Selon mes souvenirs originels, ce soir Sarah allait rencontrer des malfaiteurs. Dans ma vie précédente, elle m'avait tiré par la manche d'un air pitoyable, me disant que les camarades qui la harcelaient au lycée Northwood ne voulaient pas la laisser tranquille. Ils voulaient lui donner une leçon, m'avait-elle dit en me demandant si je pouvais la raccompagner chez elle. À cette époque, j'y étais un jeune homme naïf et je ne pouvais évidemment pas refuser d'aider une camarade de classe. Mais ce jour-là, elle m'avait délibérément conduit dans une ruelle isolée. Les ruelles sombres et désordonnées du quartier sud faisaient partie d'un vieux quartier à la sécurité précaire, sans surveillance vidéo et aux habitants douteux. Alors qu'elle me guidait à travers ce dédale, nous sommes tombés sur plusieurs jeunes voyous. Ces individus, attirés par sa beauté, ont tenté de lui faire du mal. Je n'ai bien sûr pas accepté, un conflit a éclaté et nous en sommes venus aux mains. Des blessures, du sang, la police a été appelée. À partir de ce moment, elle m'a considéré comme un héros et l'école a même organisé une assemblée générale pour me féliciter devant tous les enseignants et élèves. Au début, j'y en étais plutôt fier, je pensais être un véritable héros. Protéger les faibles et défendre une jeune femme était selon moi le devoir de tout homme. Ce n'est qu'après ma mort que j'y ai compris qu'il ne s'agissait en réalité que d'une tactique de Sarah. Elle, une des tactiques pour me séduire, jouer les héros en sauvant la beauté. Alors dans cette vigie, ai choisi ce jour précis pour demander au conseiller pédagogique de lui parler, la poussant dans les bras de Jacques où elle est fait de la honte et de la colère. Quant à la suite, je ne sais pas si elle continuera à tout orchestrer comme avant. Je suis un réincarné sous elle effet papillon, certaines choses sont vouées à changer. Une fois rentré chez moi, j'y ai enfin pu souffler par précaution, j'y ai éteint mon téléphone et plongé dans mes exercices. J'y ai calculé le temps et n'ai allumé mon téléphone qu'à 23 heures. En entrant dans le chat du groupe de classe, j'y ai découvert que le groupe était en ébullition avec plus de 999 messages. J'y ai commencé à remonter lentement les messages, puis j'y ai souri.
Cette fois-ci J réussit à éviter ce piège. Sarah, après s'être fait réprimander par le conseiller, s'est tournée vers Jacques pour se confier pleine de honte et de colère. Jacques la réconforta naturellement avec des paroles douces et plus encore il l'emmena avec lui à l'entrée de l'école prêt à me donner une leçon. Il était même prêt à se placer sur le piédestal de la morale pour m'emprisonner et m'utiliser. Fais-moi raccompagner Sarah à la maison. Je pense que Jacques n'aurait pas pu inventer ce genre de discours tout seul. C'était forcément Sarah qui lui avait soufflé ces mots. Je restais inflexible, refusant aussi bien les menaces que les cajoleries, et parti sans me retourner. Sarah avait tout préparé, y compris les mensonges. Jacques s'est porté volontaire pour la raccompagner une ruelle du quartier sud à l'heure du crépuscule. Ils étaient sains, tous des jeunes délinquants. Jacques a lutté de toutes ses forces pour les retenir tout en hurlant à Sarah d'appeler la police. Mais Sarah n'a jamais appelé la police, prétextant ne pas avoir de téléphone. Elle a expliqué que l'école interdisait les téléphones portables et que ses parents ne lui en avaient pas acheté. Incapable de se défendre physiquement et ses paroles étant inutiles, le résultat final fut que Jacques a reçu 3 coups de couteau dans l'abdomen. On ignorait s'il survivrait, ce n'est qu'après avoir été découvert et transporté à l'hôpital que la police a finalement été alertée. Maintenant Sarah n'a toujours pas trouvé. Les messages dans le groupe sont désordonnés et confus. Mais tout cela ne semble avoir aucun rapport avec moi. C'est le week-end aujourd'hui, demain et l'école est fermée, c'est vraiment bien. À ce stade des événements, je pensais m'en être sorti, mais au milieu de la nuit, alors que je dormais à moitié, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. J'y ai décroché le téléphone. C'était le commissariat qui me demandait si je pouvais me rendre au poste de police car une enquête nécessitait ma collaboration. Je jetai un coup d'œil à l'heure sur mon téléphone, 4 heures du matin. J'y acceptais avec empressement, et l'expérience de ma vie précédente m'avait appris que Sarah, cette femme en apparence fragile comme une petite fleur blanche douce et inoffensive, était en réalité une liane étrangleuse. Une fois qu'elle s'accroche à vous, elle vous suce jusqu'à la moelle sans relâche jusqu'à la mort. Alors je contactai immédiatement mon avocat. Dans le même temps, j'y appelai le détective privé que j'y avais engagé. Dans ma vie précédente, je suis mort de manière trop tragique et injuste. Après ma renaissance, j'y ai engagé un détective privé pour enquêter sur tout ce qui concernait Sarah. Monsieur Clark, la situation est un peu compliquée, déclara le détective privé. Tout en changeant de vêtements, je demandai: racontez-moi. Ces élèves du lycée Northwood n'ont jamais harcelé Sarah. C'est elle qui s'est elle-même enfoncé la tête dans les toilettes et s'est infligé des coupures avec un couteau, puis a accusé ses camarades. Je ne pus dissimuler ma stupéfaction et demander: que as-tu dit? Elle a tout orchestré elle-même. Scénario, mise en scène et jeu des acteurs, tout vient d'elle, déclara le détective privé. 5. Le détective privé que j'y avais engagé était très consciencieux. Ayant reçu mon argent, il avait mené une enquête approfondie sur tout ce qui concernait Sarah, sa situation familiale ainsi que la vérité sur le harcèlement dont elle avait été victime. Hier seulement, il a enfin réussi à contacter ces soi-disant brutes du lycée Bellin. La meneuse, elle s'appelle Zoé Joyner, petite fille de la vice-principale du lycée Bellin. Belle, intelligente, choyée comme un trésor depuis l'enfance. Ses résultats scolaires figuraient toujours parmi les 3 premiers de l'école. Naturellement, elle a obtenu une place garantie dans une université d'élite. Mais Sarah estimait que Zoé avait profité de ses relations et ne méritait pas cette admission privilégiée. Elle a donc incité les élèves à créer des troubles à l'école. Elle et Zoé ne s'entendaient pas depuis toujours, elles étaient en conflit permanent. Les 2 filles se sont croisées dans les toilettes et ont échangé des mots blessants. Puis est survenu ce qu'on a appelé l'incident de harcèlement. Elle a raconté en pleurant comment Zoé et plusieurs autres camarades l'avaient coincée dans les toilettes des filles, lui avaient plongé la tête dans la cuvette des toilettes, coupé ses cheveux, enlevé ses vêtements et entaillé son visage avec un couteau. À ce moment, la couverte de saleté et de sang, elle s'était précipitée dans le bureau du proviseur et s'était agenouillée devant lui pour implorer son aide, laissant tous les enseignants stupéfaits. Le lycée Bellin était un établissement prestigieux réputé pour son atmosphère simple et ses règles disciplinaires strictes. Comment un cas d'intimidation aussi odieux avait-il pu se produire? Le pauvre proviseur adjoint était devenu la cible de toutes les critiques, subissant une volée d'injures. Il était furieux et rentra chez lui pour battre sa petite fille violemment. Zoé était plus blessée que quiconque, c'était Sarah qui avait provoqué le conflit, pas elle. Maintenant son grand-père la battait et tous les enseignants et élèves de l'école la traitaient de tyranne malfaisante. Les enseignants la regardaient avec préjugés, les élèves s'éloignaient d'elle, elle l'ignorait et elle insultait. Elle n'était qu'une jeune fille de 17 ans choyée depuis son enfance, comment aurait-elle pu affronter de telles épreuves? Elle n'osait même plus aller à l'école, se terrait chez elle craignant la lumière du jour et le son des voix, sombrant déjà dans la dépression. Poussée à bout par les questions et les reproches de son grand-père, elle lui avoua qu'elle n'avait pas frappé Sarah, que c'était Sarah qui s'était elle-même enfoncé la tête dans la cuvette des toilettes. Elle avait tenté de se justifier, mais qui elle aurait cru? Tout le monde disait: Zoé, tu ne ressens aucun remords en disant ça? Sarah irait s'enfoncer la tête dans les toilettes toute seule. Elle s'est aussi coupé le visage avec un couteau, toutes ses blessures sur elle se les serait infligées elle-même. C'est la blague la plus ridicule que j'y ai jamais entendue. Une intimidatrice reste une intimidatrice et en plus elle ose dire de telles choses pour calomnier les gens. Soutenez Sarah, chassons les brutes de l'école. Chaque fois qu'elle sortait, on lui jetait des ordures. Le vice-principal avait les larmes aux yeux, convaincu de l'innocence de sa petite fille. Mais qui des autres y croyait? Le monde a toujours eu tendance à compatir avec les faibles et à mépriser les puissants. Le vice-principal était aussi un homme implacable. Sa petite fille, injustement punie, avait perdu sa place réservée à l'université et sombrait dans la dépression. Sarah, il ne pouvait pas non plus la supporter, alors il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour l'envoyer dans notre école. Monsieur Clark, aussi absurde que cela puisse paraître, je pense que c'est vrai à 90, a déclaré la voix du détective privé depuis le téléphone. Aujourd'hui, Sarah a dit à Jacques que Zoé avait rassemblé quelques garçons de l'école pour lui donner une raclée sur le chemin histoire de se défouler. Mais Sarah a évité cette route et a fait un détour par les ruelles du quartier sud. Maintenant, elle a porté plainte affirmant que c'est vous, M. Clark, qui avez tenté de la violer. Si vraiment jusqu'à la mort je savais ce que Sarah préparait, même au prix de tout, elle voulait se lier à moi.
Elle aime à harceler, obséder, forcer à elle épouser. Dans ma vie précédente, c'est exactement ce qu'elle avait fait, utilisant tous les moyens possibles sans scrupule dans sa folle tentative de se lier à moi. Sous prétexte des amours, elle m'a soumis à son kidnapping. J'y ai demandé à un détective privé de la surveiller. Après avoir changé de vêtements, je me suis rendu au commissariat. À peine entrée, une policière au visage impassible, elle m'a immédiatement conduit vers la salle des interrogatoires. Dans ma vie précédente, j'y étais également diplômé de Stanford et j'y avais occupé des postes élevés pendant des années. J'y ai donc déclaré d'emblée officier: je suis ici pour coopérer à l'enquête, pas en tant que suspect. Vous devriez m'inviter dans la salle de réception, pas dans la salle des interrogatoires. Et l'attitude de la policière était exécrable. Furieuse, elle rétorqua: faites ce qu'on vous dit et arrêtez de discutailler. Déjà à ton âge, tu ne sais pas te tenir. Je savais qu'elle aussi avait dû se faire une idée à elle avance. Après tout, Sarah était experte dans l'art de jouer les victimes. Regardez un peu, même le vice-président, pourtant habitué à traiter avec des étudiants toute sa vie, et s'était fait avoir par elle. Sans parler d'une jeune policière fraîchement recrutée, débordante des sens aigus de la justice. Officier, dans ce cas je ne dirai rien, mon avocat arrive immédiatement. Fin de la discussion, dis-je en me taisant. Par chance, un vieux flic expérimenté arriva et m'invita à le suivre dans le salon des à côté. Il a dit que Sarah avait porté plainte, affirmant que j'y avais ordonné à quelqu'un de la battre et de la violer. Je ne comprends vraiment pas ce que Sarah a en tête. Dans ma vie précédente, par bonté des âmes, je l'avais sauvée pour qu'elle me harcèle et m'importune toute ma vie durant. À la fin, elle est morte lors de mon mariage, ce qui a poussé ma nouvelle épouse à avorter. Cette année, la J avait 29 ans et elle, enfant dans le ventre de ma femme, portait toutes mes conceptions d'un avenir radieux ainsi que l'amour de nos deux familles. Mais à cause d'elle, il n'a jamais pu venir au monde. Ma femme, suite à cette fausse couche, a gardé des séquelles et ne peut plus concevoir, privée à jamais de la chance d'être mère. Je l'ai regretté toute ma vie dans cette vie, je l'ai rejeté dès le début. Mais elle continue à me harceler avec ses méthodes si basses. J'y ai raconté en détail aux policiers ce qui s'était passé la veille. Officier, inciter autrui à commettre le mal laisse forcément des traces. À notre époque, les caméras de surveillance sont partout, il suffit de vérifier pour le savoir. Je n'ai aucun intérêt pour elle, pourtant elle n'a cessé de me harceler. Quand un homme harcèle une femme, on appelle ça du harcèlement sexuel, mais quand une femme harcèle un homme, ce ne le serait pas. Je n'étais arrivé au commissariat que depuis peu, quand mon avocat a débarqué à son tour. Comme j'y étais chez moi toute la nuit hier, il y a des caméras de surveillance dans la résidence et aussi devant ma porte. Ainsi, Sarah ne pouvait même pas porter de fausses accusations contre moi. Elle utilisait les mêmes tactiques que dans sa vie précédente, utilisant sa propre innocence comme appât pour essayer de rester liée à moi. Si quelqu'un mentionne cette affaire, elle et moi, nous serons inévitablement associés dans les conversations. Puis elle s'expliquer et s'agenouillant pitoyablement devant les autres, se prosternant jusqu'à frapper le sol du front. Je l'aimais juste trop, c'était la phrase qu'elle répétait sans cesse dans sa vie précédente. Au nom de l'amour, tous les péchés semblaient pouvoir être pardonnés. C'est en sortant du commissariat, j'y ai immédiatement appelé un détective privé pour lui donner quelques instructions. Puis je suis allé taguer Sarah dans le groupe de classe. Sarah Savassé est tout ce que j'y ai dit avant de me mettre en mode silencieux. Le dimanche, jour de repos, le groupe de classe était très animé. La morne vie lycéenne venait soudain d'être égayée par ce scandale croustillant. Tout le monde chuchotait, les plus proches avaient même créé des petits groupes pour discuter avec délectation du viol dont Sarah avait été victime. Oh là là, vous savez quoi, Sarah s'est fait violer. Pareil qu'ils étaient trois à s'être acharnés sur elle de la tête aux pieds. Mon Dieu, je ne suis qu'un enfant, qu'est-ce que je viens d'entendre. Des lycéens particulièrement fertiles en imagination ont alors donné naissance à toutes sortes de versions sordides. Des combats à plusieurs, toutes sortes d'accessoires, elle décrivait tout cela avec tant de vivacité qu'on aurait cru qu'elle y avait assisté. Lundi, Sarah, une lycéenne de Nishiki, a été violée par des agresseurs, faisant la une des tendances sur les réseaux. J'y ai acheté des tendances et engagé des trolls dans ma vie précédente. C'était la cyberviolence qui avait fait chuter les actions de mon entreprise à plusieurs reprises. Cette fois-ci, j'y ai voulu que Sarah goûte elle aussi à la saveur amère de la cyberviolence. Elle aime jouer les victimes, alors qu'il en soit ainsi. Ça n'aura pas été vain nos deux vies d'acharnement. Une semaine plus tard, Jacques sortit de l'hôpital. Comme dans ma vie précédente, l'école organisa une cérémonie en son honneur. Après tout, il avait tenté de sauver Sarah mais sans succès. Jacques était simplement un imbécile, ou plutôt il avait été dupé par Sarah. Il a osé déclarer devant toute l'école lors de la cérémonie de récompense que à l'époque Sarah savait qu'on lui cherchait des problèmes et qu'elle était venue me demander de l'aide. Mais j'y ai refusé, il a toujours été en conflit avec moi, je savais qu'il voulait simplement utiliser ce prétexte pour me rabaisser et faire de moi la cible de toutes les critiques. Effectivement, lorsque Jacques a prononcé ces mots, tous les regards se sont tournés vers moi pleins de stupeur. Si cela s'était produit dans ma vie précédente, je n'aurais probablement pas su comment réagir. Cette vie-ci, j'y ai souri et suis monté sur scène pour prendre le micro des mains de Jacques. Chers camarades, chers enseignants, ce jour-là, Sarah a bien dit que quelqu'un voulait lui faire des ennuis et qu'elle souhaitait que je la raccompagne chez elle. Mais je me demande simplement comment savait-elle que des petits caïds voulaient lui faire du mal, la violer. Et ce que ces voyous la connaissaient, lui avait-il prévenu à elle avance? Et en plus, quand des voyous lui ont cherché des ennuis, pourquoi a-t-elle fait un détour par la ruelle du quartier sud? Le professeur doit certainement avoir l'adresse familiale de Sarah. Vérifions avec le GPS et ce qu'il faut passer par la ruelle du quartier sud. De notre école à la ruelle du quartier sud, il ne faut que 20 minutes à vélo. Nous finissons les cours à 16h20 mais l'incident s'est produit à 19h50. Je me demande bien ce que Sarah et Jacques ont pu faire pendant tout ce temps. Même s'ils sont allés voir un film ensemble, ils auraient dû rentrer directement par la grande route A. Je ricanais avec ironie en prononçant ces mots, chers camarades, et s'il y avait vraiment un problème et s'entraider serait normal. Mais il est évident que Sarah n'avait pas besoin d'aide, elle ne faisait que jouer les victimes. Je connais Zoé Joyner du lycée Northwood, ce qu'elle appelle du harcèlement, c'est en réalité une mise en scène qu'elle a elle-même orchestrée. Qui sait quelle est la vérité derrière cette affaire dans la ruelle du quartier sud? Dans l'assistance, les murmures allaient bon train. Comment Sarah a-t-elle pu prédire l'attaque de ces voyous?
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Ainsi la cérémonie de récompense prit soudain une tournure inattendue. 8 Comme Sarah avait porté plainte, la police était naturellement tenue d'enquêter. L'affaire suscita un vif émoi sur Internet, les autorités municipales y portèrent une grande attention et la police agissant avec célérité fit rapidement toute la lumière sur l'affaire. Premièrement, l'expertise médico-légale révéla que Sarah n'avait pas été violée. Ensuite, la police a rapidement identifié le suspect Ricky, un petit voyou des ruelles du quartier sud et cousin éloigné de Sarah. Ricky a été arrêté par la police et a tout avoué sans réserve. Tout avait été orchestré par Sarah, a-t-il déclaré. Sarah lui avait dit qu'elle avait jeté son dévolu sur le fils d'une famille riche et qu'elle voulait le séduire. Elle avait même promis à Ricky qu'une fois devenue une riche épouse, en se mariant dans cette famille aisée, elle le revaudrait au centuple. Ricky, qui avait une vingtaine d'années, était du genre à chercher les ennuis même quand tout allait bien et entretenait déjà une relation trouble avec la belle Sarah. À ces mots, il accepta volontiers. C'est ainsi que Jacques se rendit dans la ruelle du quartier sud. Sarah avait un rendez-vous avec eux depuis le matin, mais J avait pris soin de voir le conseiller d'éducation au bon moment. Le conseiller, elle a réprimandé vertement Sarah, refusait toujours d'abandonner et poussa Jacques à me chercher, essayant de m'attirer dans la ruelle du quartier sud. Je ne suis pas dupe de ce genre de manège. Elle voulait se débarrasser de Jacques, mais celui-ci était trop insistant et a insisté pour la raccompagner. Arrivé dans la ruelle du quartier sud, Ricky a pris Jacques pour moi. Mais Jacques n'était pas doué pour les bagarres. En revanche, il avait la langue bien pendue et a fini par énerver Ricky, qui lui a planté 3 coups de couteau. Heureusement, Ricky n'avait jamais eu l'intention de le tuer dès le départ. En attendant que la personne soit maîtrisée, Ricky emmena Sarah, qui leur révéla alors que Jacques n'était pas sa cible. Ainsi, les événements qui suivirent prirent place, ce qu'à laissa même les policiers expérimentés stupéfaits. Un vieux policier alla même jusqu'à plaisanter en disant que les lycéens d'aujourd'hui étaient prêts à tout pour séduire, quitte à créer des opportunités artificielles. Non contente d'engager des faux agresseurs, elle avait en plus porté une fausse plainte. Quoi qu'il en soit, Ricky avait bel et bien blessé quelqu'un, condamné pour coups et blessures volontaires. Il écopa de 2 ans de prison. Sarah, en tant qu'instigatrice, a fait de fausses déclarations à la police, monté de toutes pièces une mise en scène et perturbé l'ordre public. Comme elle avait moins de 18 ans, elle a été condamnée avec clémence à 6 mois de prison avec un sursis d'1 an. En réalité, c'était pour lui permettre de passer les examens du SAT. Si elle se comportait bien, elle n'aurait pas à purger sa peine. Les policiers avaient naturellement de bonnes intentions, ne voulant pas gâcher sa vie pour autant. Mais les parents de notre école n'étaient pas d'accord. L'affaire de Sarah, ayant déjà fait le tour des Internet, était surveillée par presque tous les parents. Dès lors, les familles qui en avaient les moyens faisaient venir leurs filles en voiture après l'école, ne leur permettant plus de rentrer seules. Aujourd'hui, la vérité a éclaté. Il s'avère que Sarah avait elle-même orchestré toute cette mascarade. Les parents ont signé une pétition collective pour demander l'expulsion de Sarah de l'école. En un mot, une telle étudiante ne doit absolument pas rester au lycée Westwood. Le directeur de notre école était également furieux. Voyons, si elle était vraiment une victime, on aurait pu passer l'éponge. Mais non, il fallait qu'on tombe sur ce genre d'individu. Expulsion, expulsion, expulsion immédiate. En apprenant qu'elle allait être renvoyée, Sarah éclata en sanglots. Elle se mit à genoux devant le directeur, frappant du front le sol, implorant son pardon. Elle alla même jusqu'à s'agenouiller devant notre salle de classe, pleurnichant et suppliant tout le monde de lui pardonner, déclarant avec une solennité moralisatrice: je suis vraiment trop amoureuse d'Ethan Clark. Dès l'instant où je l'ai vu, J ai su qu'il était l'homme de ma vie. C'est pour ça que J ai organisé tout ça. Je voulais juste qu'il me regarde. J ai eu tort. Vous pouvez me frapper ou m'insulter, peu importe, je vous en supplie, donnez-moi une chance d'étudier. Donnez-moi une chance de passer le SAT. Tant que l'école ne me renvoie pas, je peux rester debout à l'extérieur de la classe pour écouter le cours. Je ne vous dérangerai absolument pas. Certaines personnes ont eu pitié. La plupart des gens dans ce monde sont des jambons. Ils se disent: une petite fille, quelle mauvaise intention pourrait-elle bien avoir? Elle voulait simplement obtenir l'amour et l'attention d'un garçon, mais ses méthodes étaient trop extrêmes. Mais à ce moment-là, notre proviseur a pris la ferme décision d'exclure Sarah. Car la vérité sur le harcèlement au lycée Bellin avait éclaté au grand jour. Sarah n'aurait jamais imaginé dans ses rêves les plus fous que ce jour-là, dans la dernière cabine des toilettes des filles, une élève discutait discrètement avec son petit ami en ligne, téléphone portable en main. L'école interdit strictement les téléphones portables et encore moins les relations amoureuses. Pour ces 2 raisons, elle a enregistré tous les agissements de Sarah dans les toilettes, mais elle n'a pas eu le courage de la dénoncer. Je comprends sa pensée, tant que cela ne la concerne pas, elle préfère ne pas s'en mêler. Jusqu'à ce que l'affaire de viol montée de toutes pièces par Sarah elle-même soit exposée en ligne, suscitant un énorme engouement. Cette fille n'a plus pu se contenir, elle a tout révélé et a remis la vidéo au directeur. Tous les enseignants et élèves des lycées Ximu et Bellin étaient furieux. Surtout ceux du lycée Bellin, qui avaient l'impression qu'on avait piétiné leur intelligence. Un tel élève, le lycée Bellin, n'en voulait pas, et naturellement le lycée Ximu non plus. De nombreux enseignants s'indignaient en disant: après une vie passée à enseigner, je n'ai jamais rencontré un cas aussi ignoble. Sarah a été renvoyée et J ai enfin pu respirer. Quelqu'un a osé me demander: Sarah, t'aimes tant? Elle a été prête à faire toutes sortes de choses extrêmes pour toi, tu n'es pas touché. J ai ricané et rétorqué: si un chien enragé t'aime, tu vas l'aimer en retour. La personne est restée sans voix et elle s'est enfuie penaud. C'était fin janvier, un jour de grand froid. Il avait neigé légèrement toute la journée et voilà qu'en fin d'après-midi, Sarah débarqua chez moi avec ses parents. Une demande en mariage, oui, vous avez bien entendu. L'impudence et l'absence totale de dignité de Sarah venaient une fois de plus de repousser les limites de ce que je croyais possible. Sa mère, une femme acariâtre et sans scrupules, osa dire à la mienne: ma fille a tant fait pour votre fils, maintenant sa réputation est ruinée, elle ne peut plus étudier. Votre fils ne devrait-il pas prendre ses responsabilités? Son père, un tyran sans aucun sens de la justice, alla jusqu'à menacer ma mère: si nous refusions, il tuerait quelqu'un et personne ne connaîtrait plus jamais la paix. J ai directement appelé la police, qui a réprimandé et éduqué toute sa famille.
Et ils ont averti Sarah que si elle continuait à me harceler elle serait placée en détention avec une double peine. Sarah a feint la faiblesse en demandant aux policiers est-ce qu'aimer quelqu'un est un crime. Les policiers ont ricané sans toutes ces histoires absurdes, peut-être aurait-il eu pitié de son amour à bon marché. Mais sous une série de manœuvres ignobles son apparence pitoyable est devenue détestable aux yeux de tous. J'y ai passé une semaine paisible. Sarah a commencé à harceler Jacques se rendant assidûment à l'école pour lui. Bien sûr elle n'a pas oublié de me harceler à l'approche des vacances d'hiver. Elle m'a écrit une lettre des amours illustrée et pleine de tendresse exclusive. Elle a dit qu'elle faisait semblant de sortir avec Jacques juste pour avoir une excuse pour venir à l'école et me voir. Même disait-elle qu'elle serait heureuse rien que à pouvoir et m'apercevoir de loin. Elle ne me harcèlerait plus mais elle veillerait toujours sur moi. Je remerciais toute sa famille après avoir réfléchi un jour entier. J'y ai remis cette lettre des amours à Jacques. Camarade Jacques, bien que nous ayons vu quelques différends par le passé, mais ce n'est qu'une divergence des opinions occasionnelles à l'école. Il n'y a pas de conflit fondamental entre nous. J'y ai souri et dit je n'ai vraiment pas le moindre intérêt pour Sarah, je l'ai prouvé par tous mes actes. Je sais que tu l'aimes, peux-tu lui demander de cesser de me harceler? Si elle t'aime elle devrait avoir une relation sérieuse avec toi. Après tout tu as pris 3 coups de couteau pour elle, fis-je en mimant le geste. Aujourd'hui la chirurgie est très avancée, sinon avec une blessure comme celle de Jacques il serait soit mort soit estropié. Comme je m'y attendais, Jacques était furieux après avoir lu cette lettre des amours. Il avait l'impression d'être cocu ces derniers temps, il subissait aussi une énorme pression. Sauver une camarade de classe et se blesser dans l'action était en soi un acte juste et honorable. Mais si tout cela n'était qu'un piège, un stratagème orchestré par Sarah pour un autre homme, alors que valait-il vraiment? Après qu'ils eurent officialisé leur relation en se tenant la main devant toute l'école, les regards et les moqueries s'intensifièrent, on le montrait du doigt comme un cocu notoire. Certains de ses camarades avec qui les relations étaient déjà tendues n'y allèrent pas par 4 chemins. Tu ramasses ce que Ethan ne veut plus comme un trésor. On se demande combien de mains elles ont touché, moi ça me dégoûte. Les misérables ont toujours quelque chose de haïssable, regarde comme elle est vile, elle ne mérite que Jacques. Regarde, depuis que Jacques sort avec elle sa cote a drôlement baissé. Aujourd'hui cette lettre des amours ne faisait qu'attiser sa colère. Alors il donna rendez-vous à Sarah dans une ruelle du quartier sud, la roua de coups avant de s'enfuir. Les lycéens sont souvent impulsifs, il pensait que puisque c'était dans cette ruelle du sud qu'il avait reçu 3 coups de couteau, il devait y retourner à la même heure pour tabasser Sarah, puis rompre avec elle, mettant ainsi fin à leur relation maudite. Mais le lendemain la police est venue le trouver, Sarah avait été violée et cette fois c'était vrai. Parce que Sarah n'avait pas seulement été violée, elle avait aussi été gravement blessée. Quand on l'a retrouvée, elle était nue et sur le point de mourir. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et a miraculeusement survécu. On dit que sa colonne vertébrale était brisée et bien qu'elle ait survécu, elle est restée paralysée à vie. Jacques a parlé sans détour, il l'avait invitée à le rejoindre dans une ruelle du quartier sud. Là où tout avait commencé, là aussi tout devait finir, il la frappa. Mais il ne la viola pas et l'affaire fut rapidement résolue, le coupable était un criminel en fuite venu d'une autre région. Ce jour-là Jacques attira Sarah dans une ruelle du quartier sud avant de la battre. Il l'insulta en lui reprochant son absence de pudeur et lui arracha son manteau. Puis Jacques partit, le criminel recherché voyant que Sarah était belle et que l'environnement environnant était chaotique, sans surveillance et de mauvaises intentions. Étant déjà un criminel recherché après avoir commis un acte aussi honteux, il était naturel qu'il envisage de tuer pour supprimer les témoins. Mais la vie de Sarah était vraiment tenace. Après avoir été frappée 2 fois à la tête avec des briques, elle réussit à tomber du 2e étage. À ce moment-là le criminel recherché pensa qu'elle était morte et ne s'en préoccupa plus. Quand j'y ai appris que Sarah s'était brisé la colonne vertébrale et resterait paralysée à vie, j'y ai su qu'il n'y aurait plus aucun lien entre nous. Dans ma vie précédente, c'est après sa mort que ces fans fanatiques m'ont poussé du haut d'un immeuble et je m'étais écrasé dans la neige. Colonne vertébrale brisée, crâne fracassé. Ethan, ton stylo est vraiment magnifique, il a même une plume en or. Après avoir appris que leur fille était paralysée, ses parents n'ont bien sûr pas voulu payer les frais médicaux pour son hospitalisation et elles l'ont directement ramenée à la maison. Puis on prétendit la renvoyer dans son pays natal, mais en réalité on l'abandonna dans une décharge près de la ruelle du quartier sud, la laissant à son sort. Par chance un vieux chiffonnier qui fouillait les déchets lui apportait parfois de la nourriture. Ainsi elle survécut tant bien que mal. Le 31 décembre il faisait un froid particulièrement mordant. Sous prétexte d'aller admirer les feux d'artifice, je me rendis à la décharge de la ruelle du quartier sud. Les mains, les pieds et le visage de Sarah étaient couverts d'engelures et comme elle ne pouvait pas bouger, son corps commençait à pourrir. En me voyant, elle s'est effondrée et elle s'est mise à hurler dans ma direction. Je me suis approché d'elle et je l'ai simplement regardé longtemps. Après, ses émotions se sont peu à peu stabilisées et elle a dit: Ethan Clark, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi alors que je fais tant d'efforts juste pour t'aimer? Et cela, ce qu'on appelle des efforts, non, elle s'efforce avec acharnement à faire le mal, à commettre des méfaits. Jusqu'à la mort, elle ne saura jamais se repentir, incapable de la moindre introspection. La dominant du regard, je lui dis avec un calme serein: je suis venu te dire une chose, tu n'es pas digne de prononcer le mot amour. Cesse d'utiliser l'amour pour manipuler les autres personnes, ne paiera pour ton prétendu amour aussi médiocre que méprisable. Disant cela, je me retournai et sortis au loin. Des feux d'artifice éclataient dans le ciel éblouissant de splendeur. Adieu à l'ancien, bienvenue au nouveau, le printemps est arrivé fin.